Allez Corentin, je vous donne la parole. C'est vous qui posez la première question à monsieur le préfet. Alors vous êtes dans le Gard depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Répondre à l'humeur des Gardois ou s'emparer des différents dossiers plus complexes les uns que les autres ? Non, l'humeur des Gardois, je reste un méridional, donc j'arrive à m'en accommoder. Non, le plus compliqué, c'est sans doute d'être face à autant de sujets et d'avoir une ambition à chaque fois démesurée qui est de vouloir tous les régler. C'est ça qui est difficile, parce que derrière, il faut les hiérarchiser. Donc c'est un petit peu compliqué parfois de se dire qu'il y a des choses qui vont avancer beaucoup plus vite que d'autres. Donc c'est un petit peu un sentiment parfois de frustration, de se dire qu'on ne va pas tout faire, tout réussir dans des délais brefs. Et puis vous gérez en permanence du temps très court, des urgences, des crises, et du temps très très long. C'est-à-dire que moi-même, j'inaugure parfois des choses qui ont été initiées par 2 ou 3 de mes prédécesseurs, et sans doute que 2 ou 3 de mes successeurs inaugureront les choses que j'ai peut-être initiées. Voilà, c'est le charme du métier. De manière générale, comment vous qualifiez un peu votre ambition pour le Gard ? Écoutez, l'ambition, elle est axée autour de grandes politiques publiques. Et je ne vais pas toutes vous les détailler. Oui. Il y a quand même de grands sujets. On a un grand sujet qui nous a sauté aux yeux, qui m'a sauté aux yeux, plus qu'aux yeux dès le premier jour, c'est évidemment les sujets d'insécurité. Je n'y reviens pas, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va en parler. On a également des sujets qui sont la lutte contre la pauvreté. Et vous voyez par exemple des équations qui sont qu'on a un taux de chômage qui est élevé, qui est plus élevé que la moyenne nationale, et des employeurs qui ont du mal à recruter. Je me dis, on est face à des logiques qu'il faut rejoindre. Le sujet des agriculteurs qu'on a vu hier, qui est un sujet évidemment à dimension nationale, voire européenne, et les annonces qui sont faites sont de ce niveau-là. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire dans le Gard avec tous les partenaires qui sont dans cette logique-là, parce que je pense qu'on peut trouver des petites solutions locales. C'est pas elles qui vont résoudre les problématiques de concurrence internationale, etc. Mais peut-être que si on a une responsabilisation de tous les acteurs pour manger gardois, par exemple, pour valoriser nos produits, pour aider des agriculteurs qui s'installent, etc. Donc j'ai envie de dire que je dirais pas que tout est prioritaire, mais on a quand même de grands sujets. Voilà. Ce sujet de l'insécurité, j'y reviens un tout petit peu parce que ça n'est pas que de l'insécurité. C'est aussi de la désocialisation, c'est aussi de la pauvreté, c'est aussi de la désespérance, c'est aussi du repli sur soi. Et quand on les aborde, si on n'aborde que le sujet de l'insécurité, c'est-à-dire qu'on va mettre des escadrons de gendarmes mobiles ou des CRS, on n'a pas réglé au final grand-chose. Parce que les raisons profondes qui font qu'on en arrive là, elles sont présentes. On va parler de l'insécurité, notamment du trafic de drogue, mais avant quand même revenir sur les agriculteurs. C'est vrai que mobilisation qui a été nationale, assez forte dans le département, des réunions de crise tous les jours pour vous, pendant 8 jours d'occupation de l'autoroute par les agriculteurs gardois, mais il y a eu aussi évidemment des mouvements à Alès et à Bagnols. Comment vous avez vécu cet épisode et comment vous l'avez abordé ? Écoutez, c'est un épisode qui a été un peu usant. Et je crois que quand le ministre de l'Agriculture est venu vendredi soir, tout le monde était fatigué. Parce que c'était votre vrai premier moment de crise à gérer dans le... Je pense que quand vous êtes arrivé, c'était pas mal du côté de Puissevin aussi. C'était bien aussi. C'était très, très, très intense aussi. Pour moi, il y a eu 2 grands impératifs. Premier impératif, et on se l'est dit avec les agriculteurs avant que les blocages démarrent, puisque je les ai reçus le samedi qui a précédé, je leur ai dit, il faut qu'on se fasse une promesse qui est celle de ne pas couper le lien. Je veux qu'on soit tout le temps en contact. Et parce qu'il y avait parfois des craintes d'être dépassé par la base. Et je leur ai dit, voilà, gardons ce lien, et on l'a gardé. Et j'avoue que même pour se dire parfois des choses qui n'étaient pas très agréables, on a pu... Même si parfois on a eu le sentiment que le lien de confiance, par exemple, on pense à l'étape de l'étoile de Bessèges, où ils voulaient mener une action que finalement vous avez annulée, on a eu le sentiment que peut-être cette confiance est un peu rompue à un moment donné. Non. En tout cas pas sur ce sujet. Sur l'étoile de Bessèges, le sujet était simple. On avait une étape qui se déroulait à un endroit où passaient tous les flots de circulation qui étaient détournés de l'A9. Donc c'était rigoureusement impossible de faire cette étape-là. Et les agriculteurs, en tout cas certains syndicats agricoles eux-mêmes, regrettaient qu'ils portent indirectement, directement même, préjudice à un événement aussi populaire que celui-ci. Le ministre de l'Agriculture, vous l'avez dit, était là vendredi soir dans les services de la préfecture, a rencontré à la fois vos services mais également les agriculteurs. Ce soir, les agriculteurs qui vous écoutent, quel message vous voulez leur porter ? Je vois qu'en direct, par exemple, nous avons la présidente de la Chambre d'agriculture, Magali Somad. Elle vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux agriculteurs gardois ce soir ? J'étais avec Magali Somad au fil il y a moins d'1 heure, vous voyez. Donc on est en relation permanente. Moi, je les vois depuis que je suis arrivé.
il y a face à eux des défis monstrueux. Il y a des défis de pauvreté, de revenus. Certains sont vraiment dans la très très grande difficulté et on en arrive à parler RSA pour nos agriculteurs. Et on a également, à l'autre bout, des défis peut-être de mutation. Le sujet, par exemple, des consommations de certains produits, si les Français ne consomment plus certains produits, il y a un moment, il va falloir faire des mutations. C'est pour ça que peut-être le sujet de l'arrachage est un sujet qui est désormais sur la table, qui va permettre peut-être de faire basculer vers d'autres cultures. C'est aussi... l'agriculture gardoise, je ne serai pas long, mais elle est extrêmement variée. C'est-à-dire avec des problématiques qui sont très 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 différentes en fonction des cultures dont il s'agit. En revanche, il y a un dénominateur commun, vous l'avez évoqué, ce sera le sujet peut-être après, c'est le sujet de l'eau. On a une problématique qui est qu'on ne fait rien pousser si on n'a pas d'eau. Enfin, le sujet est assez simple et que l'on doit absolument travailler sur ce sujet de l'eau, notamment pour arriver à récupérer, ne serait-ce que cette idée peut-être un peu simple, mais récupérer au moins une partie de l'eau qui nous tombe dessus. L'autre défi, on a touché du doigt le sujet tout à l'heure, c'est l'insécurité à Pissevin en particulier. Corentin. Subi, on va dire, dès que vous êtes arrivé, il y a eu une présence policière, on est d'accord pour dire, qui a porté ses fruits avec des forces qui sont venues sur notre territoire, mais qui sont reparties aussi vers d'autres missions. Comment continuer cette mission, on va dire, faire aussi bien, mais avec moins d'effectifs? Alors, juste pour corriger votre première observation, ces forces sont toujours là. D'accord. L'engagement du ministre de l'Intérieur était d'aller jusqu'au 31 décembre. On est au mois de février et nous avons toujours, d'une part, un escadron de gendarmes mobiles qui est chez nous et nous avons d'autre part un soutien permanent de cette unité de police judiciaire nationale qui vient renforcer sur les dossiers. Il y a encore eu des arrestations. Et qui vont rester Eux vont rester pour cette unité de police judiciaire. Elle va venir aux besoins des dossiers pour venir en fait renforcer. C'est une équipe parisienne qui est implantée dans mes anciens services et qui va venir renforcer les équipes d'enquête du Gard sur des dossiers importants. L'escadron de gendarmes mobiles, il est encore là, il nous apporte beaucoup. Néanmoins, on sait qu'avec la perspective des Jeux qui est devant nous, il va partir. Donc à nous, et c'est ce que je demande au directeur départemental, à nous de savoir gérer cette transition où on va avoir un jour, eh bien, tout d'un coup, beaucoup moins d'effectifs sur le terrain. Comment est-ce qu'on va travailler ? C'est un vrai enjeu. L'autre levier, il y a bien évidemment, on vient d'en parler, le levier sécuritaire. Il y a un autre levier également, c'est probablement la rénovation urbaine, puisqu'il y a des millions, des centaines de millions qui sont investis pour Nîmes et pour les quartiers nîmois. Et à la fois, il y a des aléas, aussi des aléas économiques, et puis des questions de sécurité, de chantier. Vous êtes monté rencontrer les services de la rénovation urbaine à Paris. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles, puisque les élus du territoire nîmois espéraient effectivement un accompagnement financier pour sécuriser ces chantiers? Oui, parce que certaines entreprises se retrouvent à devoir payer elles-mêmes pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Alors, deux petits points là-dessus. Premier point, on aura l'occasion assez rapidement, avec les élus qui sont parfaitement informés, de faire les annonces dans quelques jours sur l'amplification de la rénovation urbaine. C'est une amplification, c'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs centaines de millions d'euros qui sont engagés sur ce projet. Le sujet de la rénovation urbaine, c'est d'arriver à faire sortir les projets de terre. Vous avez comme invité Christophe Rivinc tout à l'heure. Quand on va à Alès, on voit les projets, on constate que les choses avancent. Le sujet nîmois est plus compliqué parce que le projet est beaucoup plus gros. Moi, mon objectif, c'est que cette année, on arrive à avoir des réalisations concrètes qui démontrent aux habitants que les choses avancent et que ce n'est pas que du papier glacé. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est que si on doit entamer des démolitions, entamons-les, faisons-les dès cette année. Dès 2024. Dès 2024, pour qu'on puisse voir les choses. Après, c'est un partenariat, j'évoquais ce qui se passe à Alès, c'est un partenariat entre les élus, qui sont les porteurs de projets, avec les bailleurs notamment, et l'État. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. On avait compris que vous n'alliez pas nous annoncer ce soir le montant qui sera versé, mais est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles et est-ce que ça va dans le bon sens ? Il y a de bonnes nouvelles et une bonne partie des demandes qui ont été souhaitées par les porteurs de projets que sont l'agglomération et le maire de Nîmes vont trouver un soutien financier. Deuxième petit point, la sécurité des chantiers. La sécurité des chantiers, j'ai eu l'occasion de le dire et d'appeler à ce que les entreprises viennent dire ce qu'il se passait sur les chantiers, je n'ai toujours aucune nouvelle. C'est-à-dire qu'on parle de menaces qui seraient... Il n'y a pas eu de plainte. Aucune plainte et aucune info qui ne serait pas une plainte et qui aurait permis de travailler là-dessus. Donc,
Oui, il vous faut forcément des éléments pour... Il y a un sentiment que je comprends. Aller installer des chantiers dans ces quartiers, ça nécessite quand même de prendre en compte ce contexte sécuritaire. Moi, ce que j'ai proposé, y compris à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, c'est que cette construction de l'approche sécuritaire se fasse avec les entrepreneurs, le porteur de projet et les forces de police, pour qu'on ait une approche, et le cas échéant, qu'on fasse appel à de la sécurité privée quand on juge que c'est nécessaire pour sécuriser un chantier. C'est un peu la démarche. Corentin, je vous redonne la parole dans quelques instants, mais on va donner la parole à nos sociétaires. Claire, votre question au préfet du Gard. Alors moi, je vais changer complètement de sujet. Ici, on n'est pas loin de la Camargue. La Camargue qui est une terre sauvage, pareille à nulle autre en France, et ailleurs d'ailleurs. La terre des chevaux, la terre des taureaux et la terre des manadiers. Des manadiers, alors bien sûr il y a les grands manadiers, mais il y a aussi des petits manadiers. Il y a des manades qui ont fermé l'année dernière. Ce sont des gens qui sont confrontés à des idiots, à des inconscients durant les abrivades, qui font n'importe quoi, et c'est le manadier qui est toujours responsable. Donc il se retrouve en but avec des gros problèmes d'assurance. Les assurances ne veulent plus les assurer, ou alors il n'y a plus que le GAN, mais à des tarifs qui sont de plus en plus prohibitifs. Et je voulais savoir si vous aviez, je sais que vous avez beaucoup de travail, est-ce que vous avez déjà peut-être appréhendé un petit peu cette question ? Oui, j'ai rencontré les manadiers assez tôt qui m'ont posé ce problème-là. On a engagé du coup un travail. Alors, premier élément, la responsabilité du manadier est celle qui est quand même dans le Code civil, qui nécessite un changement de la loi, qui est celle du maître sur son animal. Donc il y a un vieux principe du Code civil, et donc là il faut changer la loi pour éventuellement changer ça. Le sujet ensuite est assurantiel. Ce que j'ai proposé, et ce à quoi on travaille, avec les manadiers et également les élus qui sont concernés, et qui portent en tout cas ce sujet, c'est qu'on travaille en fait à une forme de charte de bonne conduite pour tout le monde. Elle existe déjà. La charte de la Fédération des manadiers existe déjà. Il faut la renforcer parce qu'on s'aperçoit quand même elle n'est pas respectée. Qu'on peut avoir certains manadiers qui font peut-être n'importe quoi, des spectateurs qui parfois font un peu n'importe quoi, et peut-être parfois des élus qui laissent faire des choses. Moi je pense que si tout le monde s'engage, notamment les manadiers, les élus et l'État, à avoir une charte de bon comportement, avec ça, et j'ai déjà pris les contacts, on pourra aller voir des assureurs pour leur dire voilà comment se passent ces événements et qu'est-ce que vous nous proposez pour ça. Je pense qu'il faut leur garantir une forme d'éthique autour de ces pratiques-là, dans lesquelles vont s'engager toutes les parties prenantes. Marc, votre question au préfet du Gard. Oui, juste une petite remarque juste avant, parce que... rapidement, Marc. Très rapidement. On a un programme riche. Simplement, la rénovation urbaine, on a englouti depuis sa création près de 100 milliards pour un résultat que je considère quand même qui est relativement faible. Ma question, elle est beaucoup plus précise. Il y a quelque chose qui gangrène ces quartiers extrêmement difficiles, c'est surtout le trafic de drogue. Et ce sont les habitants de ces quartiers qui sont les plus touchés dans leur vie de chaque jour, et même dans leur insécurité, car ils ont peur, tout simplement. Et la peur c'est une véritable pathologie sociale. Donc, quelle est l'action que vous comptez mener à ce sujet-là, avec, bien sûr, toutes les forces de police ? Monsieur le préfet. Alors, je pourrais vous parler des heures de trafic de drogue, mais j'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais j'ai souvent l'habitude, pour faire vite, de dire que le marché de la drogue, c'est une offre et une demande qui se rencontrent. L'offre n'a jamais été aussi importante, et elle rencontre une demande qui n'a jamais été aussi importante. Ce qui fait que quand on aborde ce sujet-là, on ne peut pas l'aborder sans regarder aussi de temps en temps du côté de l'usager. Il n'y a pas de trafiquants s'il n'y a pas d'acheteurs. Donc, et derrière le trafic, il y a des organisations criminelles d'une grande complexité et d'une grande puissance financière, corruptrice, etc., etc. Ça nécessite beaucoup de modestie, mais ça nécessite de savoir comment on travaille. Moi, c'est ce que je demande ici aux forces de sécurité. Il faut être en capacité de travailler évidemment sur tous les éléments du spectre, de l'usager jusqu'au trafiquant, mais pour ça, il ne faut pas travailler le nez au vent. Je pense qu'il y a d'abord un travail de renseignement qui est absolument indispensable, qui permet, sur la base d'un état des lieux, de faire des listes d'objectifs, de cibles, et ensuite de travailler derrière ces cibles, et pas juste au gré de ce que
d'une info qu'on a, etc. Il faut qu'on cible des objectifs, et c'est la méthodologie que je leur demande d'appliquer, qui est une méthodologie qui est celle notamment de la lutte du très très haut de spectre en France, et qui permet, parce qu'on a des objectifs, d'avancer, non plus en fonction de ce qu'on constate au quotidien, mais de la réalité des menaces. Allez, on a quand même encore pas mal de questions. On parle de sécurité routière. On dirait un mot du bois de Lens, c'est pour avoir l'avis de monsieur le préfet aussi. Sur la sécurité routière, ça fait partie de vos préoccupations parce qu'il y a une hausse inquiétante des accidents mortels aussi dans le département. Est-ce que vous pensez que tout a été fait à la matière et qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus ? Alors, sur l'année 2023, on est très 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 légèrement en baisse. Mais très 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 légèrement en baisse, c'est 55 morts. Est-ce qu'il y a une infraction qui tue plus que la route dans le Gard? Non. Alors, il n'y a pas photo. Et ces infractions sont le fait de comportements addictifs, de comportements, etc., etc. Enfin, on imagine tous la vitesse, etc. Je suis peut-être un peu basique sur le sujet, mais je pense qu'à part la répression, on n'a quand même pas grand-chose d'autre. Et je crois qu'il faut effectivement délivrer ces messages. À la fois prendre conscience que 55 morts dans un département, vous imaginez si on avait 55 morts pour autre cause dans ce département sur une année, on ferait des débats, mais on irait chercher des tonnes de responsabilités. 55 morts, combien de familles, combien, etc. Donc la stratégie, c'est augmenter les contrôles, c'est la seule solution. À mon sens, c'est... Alors évidemment, à la marge, on va pouvoir voir, et en lien notamment avec les collectivités, des aménagements et autres, routiers, mais enfin... et on s'aperçoit d'ailleurs, je prends un événement qui est un événement majeur du département, qui est la feria. La feria, on met en place un dispositif à la fois de prévention, en lien avec la ville, et aussi il y a des stands de répression très fort autour de la feria. On constate très très peu d'infractions les soirs de feria, alors que je ne suis pas encore un grand spécialiste de la feria, mais c'est quand même un lieu où le côté festif fait que tout le monde n'est quand même pas hyper clair quand ça se termine. Donc on passe à une page environnement. Oui, peut-être la question effectivement sur le parc d'éoliennes, sur Moulezan. Voilà ce que Abdel disait en début d'émission sur ce bois de Lens. Voilà, quelle suite vous comptez donner à ce dossier? Alors j'y travaille toujours, donc je ne pourrais pas vous donner de scoop, enfin en tout cas d'infos. J'y travaille toujours parce qu'on est sur un équilibre. C'est ce point d'équilibre sur lequel je dois trancher, qui est celui de produire des énergies renouvelables, absolument indispensable pour toutes les raisons qu'on connaît, je ne vais pas y revenir, et également que ça ne soit pas à n'importe quel prix. En termes de destruction de forêts, d'habitats et ou de risque incendie en l'occurrence, parce que ça a été soulevé. Qui était notamment une des principales craintes. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je reçois les élus, je les ai reçus en nombre, je vais continuer à le faire, je dois encore consulter les différents services de l'État pour me faire un avis, pour savoir dans quel sens j'irai. Et pour trancher sur cette question. Exactement. En deux mots, on va en parler dans le débat, bien évidemment, nous, dans quelques instants. Et demain matin avec sur nos invités. Gare. Et demain matin sur Objectif Gare. Mais un mot sur la gestion de l'eau, parce que bien évidemment, c'est préoccupant. On est au cœur de l'hiver. Et concernant nos nappes phréatiques, il y a déjà des interrogations pour arriver à tenir l'été prochain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez commencé vos comités de surveillance et est-ce que des premières restrictions vont arriver sur le département comme l'année dernière, puisque ça avait démarré dès le mois de mars? J'ai pas encore de visibilité puisque le dernier comité relatif à l'eau s'est réuni au mois de décembre. Il suffit de regarder le ciel pour se rendre compte quand même qu'il pleut pas beaucoup et que la probabilité qu'on soit contraint encore de restreindre est très forte. Donc voilà, on sera obligé très certainement d'apporter des restrictions assez vite. Mais est-ce qu'elles sont suivies d'effet, ces restrictions? Alors, elles sont suivies d'effet en ce sens que, de toute façon, toute l'eau qui n'est pas consommée, déjà sera plus disponible pour autre cause. Après, je pense que parfois, on a aussi des faux débats sur ces sujets-là, ou des fausses idées. On a quand même mais je pense que ce changement climatique a quelque chose quand même d'assez inéluctable et va devoir nous obliger à innover considérablement et à savoir comment on va pouvoir notamment réutiliser l'eau que l'on utilise déjà. J'étais à l'école des mines à Alès il n'y a pas très longtemps où on a des étudiants brillants qui travaillent sur la manière de recycler l'eau plutôt que de la rejeter pour savoir comment on peut la réinjecter.
On parle de la prochaine saison de Taurine qui va s'ouvrir pour terminer cette interview. 2 dernières questions, monsieur le préfet. Est-ce que vous êtes amateur de corrida? Est-ce que vous allez assister à un spectacle taurin? Ne dites pas trop fort parce qu'on a Claire Starozinski qui est face à vous. Elle fait partie de l'Alliance anti-corrida. Elle est même la présidente. Je ne me qualifierai pas d'aficionade. En revanche, je n'ai pas de problème avec ça. Alors après, c'est une question de point de vue personnel, mais du point de vue du préfet, moi, le sujet est celui de la loi. Donc c'est un spectacle qui est permis par la loi et la jurisprudence. Donc vous irez si on vous invite, enfin si vous avez envie d'aller voir. Le maire de Nîmes m'a invité l'année dernière, j'y suis allé. S'il m'invite cette année, j'irai sans doute encore. Un de vos prédécesseurs, M. Loga, est devenu un passionné de certains, ouais, j'ai entendu ça. On dit un mot par contre, parce qu'il y a la saison de Taurine, il y a la saison festive aussi. Oui. Alors là, pour le coup, qui concerne l'ensemble du département du Gard avec les fêtes votives. Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure et c'est intéressant ce que vous disiez sur cette charte de bonne conduite. Il y avait cette question de sécurité. On se souvient que l'été dernier, voilà, les gendarmes étaient excessivement mobilisés. Avec les Jeux Olympiques, tout ça, ça va être un vrai défi à relever. Est-ce que vous commencez déjà à l'anticiper? Oui, on commence à l'anticiper. Il nous manque... vous savez qu'on a quand même 1074 jours de fête dans le Gard. Ce qui fait 3 années en un été. Assez impressionnant. L'objectif, et de toute façon, on est tellement avancé dans l'année, c'est de maintenir ces événements. Ce que je ne sais pas encore, c'est quelle sera la ponction pour les Jeux Olympiques sur les troupes de policiers et de gendarmes pour aller sur d'autres territoires. Est-ce que ça, en fonction, ça pourrait par exemple de demander à des communes qui ont 10 jours de fête, peut-être de réduire ou plutôt, ou est-ce que vous ne serez pas contraint à un moment donné? À mon sens, plus on va s'avancer, plus on va être en situation de rendre cela difficile de demander à des communes qui parfois ont des programmations extrêmement précises. J'espère avoir ces données le plus vite possible. Ce que je sais, c'est qu'on n'aura pas de force mobile pendant les Jeux Olympiques et toute cette période-là. Enfin, ça, c'est clair. On n'aura pas les renforts dits estivaux. Ce que l'on sait, c'est qu'on aura, à ce moment-là, 100% de nos effectifs, policiers et gendarmes. Alors que d'habitude, en été, on est à 50%. Parce qu'en vacances, c'est ça. Donc, ce que j'espère, c'est arriver à un étiage qui me permette finalement, comme j'en aurai mathématiquement plus sur les effectifs gardois, de ne pas en perdre trop dans ce plus, si vous voyez ce que je veux dire, et d'essayer d'arriver à les répartir de la façon la plus pertinente possible. Après, on sait aussi qu'on est face à des événements qui, au-delà de parfois quelques sujets taurins ou de quelques dérives individuelles liées... Oui, il y a le reste... on est quand même sur des événements qui, globalement, se passent plutôt bien. Enfin, j'ai du mal, mais c'est une question de tempérament, à envisager ces moments de fête uniquement sous un angle anxiogène, qui est celui de l'insécurité, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'elle se passe globalement très bien. Donc voilà, j'espère que l'adéquation entre ce que j'aurai en magasin, si j'ose dire, et les nécessités de ces fêtes sera à un niveau qui sera à peu près correct. On a 2 interpellations rapidement de nos internautes qui suivent en direct l'émission. Et pour terminer, une première question qui est arrivée. Comment se fait-il que monsieur le préfet fasse beaucoup plus que ses prédécesseurs? Est-ce qu'il reçoit plus d'engagement de la part du ministère de l'Intérieur? Écoutez, sincèrement, moi je suis pas dans un... Je suis mal placé pour dire que j'en fais plus que mes prédécesseurs. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai trouvé une situation très très propre, si j'ose dire, quand je suis arrivé. J'ai succédé à une grande professionnelle qui connaissait parfaitement certains sujets, alors que moi, je suis arrivé en étant, si vous me permettez, que policier. En revanche, c'est vrai que j'y mets beaucoup d'énergie. Voilà, j'essaie d'écouter au maximum, j'essaie de comprendre, et j'essaie surtout de temps en temps d'apporter peut-être ce qui est mon bon sens... peut-être policier, si j'ose dire, qui est d'essayer de trouver des solutions. Peut-être aussi un réseau, des liens qui font peut-être avancer certaines choses. Faut pas croire, non. Et une dernière question, peut-être, qui fait sens par rapport effectivement au sujet de Pissevin qu'on a abordé aujourd'hui. Il y a 2 questions en une. La première qui est posée, c'est est-ce qu'on peut espérer avoir des policiers jour et nuit dans le quartier Pissevin? Et puis une autre question également. Les 3/4 de la population nîmoise n'ont pas la fibre optique, en particulier à Pissevin, à cause des dégradations. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Voilà, et ça sera les dernières questions, monsieur le préfet. C'est le charme de ce métier, mais je pense que c'est le charme du métier aussi des élus. C'est de devoir à peu près tout régler. On travaille beaucoup avec Orange pour que soit réparé l'accès à la fibre et à Internet, parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet est un accès quasi à un droit fondamental. Enfin, c'est quasiment un droit fondamental que d'accéder à l'Internet pour tout ce qu'on imagine, les accès à tout un tas de prestations sociales, notamment, et de droits. Et puis le télétravail. Et le télétravail. Enfin, je veux dire,
accéder à l'Internet est quasi indispensable. Un droit, non pas fondamental, j'irais pas jusqu'à, mais enfin, pas loin. Presque opposable. On n'y est pas loin. Mais pas loin. Mais vraiment, c'est un sujet, moi, sur lequel je travaille depuis que je suis arrivé. L'autre question était celle... Des policiers jour et nuit. Alors, des policiers jour et nuit, qu'est-ce que ça veut dire, si j'ose dire c'est probablement un habitant qui pose cette question. On aura un poste de police à Pisevin qui ne sera pas ouvert 24 heures sur 24. C'est la différence avec un commissariat, contrairement à ce que je dis. Il n'a jamais été question de commissariat à Pisevin. C'est une mauvaise lecture des choses. Mais il y a des policiers tous les jours à Pisevin. Mais vous savez qu'on a eu certains, à l'époque où on avait, une époque qui n'est pas si lointaine et qui peut intervenir à tout moment, quand on avait des tirs ces derniers mois à Pisevin, il y avait des policiers, sauf que le tir pouvait avoir lieu dans 2 rues qui étaient plus loin, pendant que les policiers étaient ailleurs. Donc voilà, la police, moi je suis arrivé, j'ai trouvé des effectifs de police sur Nîmes extrêmement engagés. Mais vraiment, je dis pas que je m'attendais pas à ça, mais je les ai trouvés très concernés et connaissant très bien le terrain. Et je peux vous garantir que les policiers à 2 ou 3 vont partout. Et j'ai trouvé ça très rassurant parce que ça signifie qu'ils connaissent très bien le terrain, ils connaissent très bien leurs interlocuteurs et qu'en plus ils sont courageux. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été là ce soir dans notre émission et en direct. Dans quelques instants.